Hello vous! Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de Madame Bovary. Dire qu'un jour je dirai la suite et la fin. On n'en est pas encore là, mais regardez, on a quand même sacrément bien avancé. On a dépassé, on a largement dépassé la moitié même, j'ai envie de dire. Il nous reste un bon tiers-ounet. On avait laissé Emma et Charles dans une situation relativement confortable. Emma est tombée dans les affres d'une dépression, on peut dire ça comme ça, je pense. Et Charles, pour lui changer les idées, l'emmène à l'opéra à Rouen. Voilà. Donc moi, ce que je prévois, c'est qu'ils vont croiser Léon. Léon, donc le premier amoureux d'Emma, avec qui s'était rien passé parce que lui, il était trop innocent et elle trop sage à cette époque. Sauf qu'à mon avis, lui, il s'est encanaillé à la ville, elle, maintenant, elle n'a plus rien à perdre. Donc s'ils se recroisent, j'ai très peur. Voilà mon pronostic. Parce que honnêtement, je me rappelle du roman des grands axes, mais j'ai oublié en fait tous les chemins qui mènent du point A au point B, tu vois. Donc mes pronostics, c'est qu'ils vont croiser Léon, et que le mec ça va être devenu un queutard, voilà, et que du coup il va se mettre en tête de pécho Emma parce que c'est son fantasme de jeunesse, elle va être en mode oh bah très bien, genre je me réfugie dans ses bras, et ils vont avoir un truc ensemble. Après, est-ce que Léon va être devenu un connard ou pas, ça je sais pas. Parce que j'ai un peu l'impression que Flaubert, il salit un peu tout. Tout ce qui touche Emma, il le salope un petit peu. Donc écoutez, je propose qu'on y aille. Au mieux, moi ce que je peux espérer, c'est que Emma s'enjaille au spectacle et se rapproche de Charles. C'est aussi une possibilité. Mais bizarrement, j'y crois moyen. Allons-y donc avec le chapitre 15. Retrouvons nos tourtereaux au spectacle. La foule stationnait contre le mur, parquée symétriquement entre des balustrades. À l'angle des rues voisines, de gigantesques affiches répétaient en caractères baroques « Lucie de la Mermour, Lagardy, opéra, etc. » Il faisait beau, on avait chaud, la sueur coulait dans les frisures, tous les mouchoirs tirés épongeaient les fronts rouges, et parfois un vent tiède qui soufflait de la rivière agitait mollement la bordure des tentes en coutil suspendues à la porte des estaminets. Un peu plus bas, cependant, on était rafraîchi par un courant d'air glacial qui sentait le suif, le cuir et l'huile. C'était l'exhalaison de la rue des Charrettes, pleine de grands magasins noirs où l'on roule des barriques. De peur de paraître ridicule, Emma voulut, avant d'entrer, faire un tour de promenade sur le port, et Bovary, par prudence, garda les billets à sa main, dans la poche de son pantalon, qu'il appuyait contre son ventre. Un battement de cœur la prit dès le vestibule. Elle sourit involontairement de vanité en voyant la foule qui se précipitait à droite par l'autre corridor, tandis qu'elle montait l'escalier des premières. Elle eut plaisir, comme un enfant, à pousser de son doigt les larges portes tapissées. Elle aspira de toute sa poitrine l'odeur poussiéreuse des couloirs, et quand elle fut assise dans sa loge, elle se cambra la taille avec une désinvolture de duchesse. La salle commençait à se remplir, on tirait les lorgnettes de leurs étuis, et les abonnés, s'apercevant de loin, se faisaient des salutations. Ils venaient se délasser dans les beaux-arts des inquiétudes de la vente. Mais, n'oubliant point les affaires, ils causaient encore coton, trois-scie ou indigo. On voyait là des têtes de vieux, inexpressives et pacifiques, et qui, blanchâtres de chevelure et de teint, ressemblaient à des médailles d'argent ternies par une vapeur de plomb. Les jeunes beaux se pavanaient au parquet, étalant dans l'ouverture de leurs gilets leurs cravates roses ou vert pomme. Et Madame Bovary les admirait d'en haut, appuyant sur des badines à paume d'or la paume tendue de leurs gants jaunes. Cependant, les bougies de l'orchestre s'allumèrent. Le lustre descendit du plafond, versant avec le rayonnement de ses facettes une gaieté subite dans la salle. Puis les musiciens entrèrent les uns après les autres, et ce fut d'abord un long charivari de basses ronflants, de violons grinçants, de pistons trompetants, de flûtes et de flageolets qui piaulaient. Mais on entendit 3 coups sur la scène, un roulement de timbales commença, les instruments de cuivre plaquèrent des accords, et le rideau se levant découvrit un paysage. C'était le carrefour d'un bois, avec une fontaine à gauche, ombragée par un chêne. Des paysans et des seigneurs, le plaid sur l'épaule, chantaient tous ensemble une chanson de chasse. Puis il survint un capitaine qui invoquait l'ange du mal en levant au ciel ses 2 bras. Un autre parut, ils s'en allèrent et les chasseurs reprirent. Elle se retrouvait dans les lectures de sa jeunesse, en plein Walter Scott. Il lui semblait entendre, à travers le brouillard, le son des cornemuses écossaises se répéter sur les bruyères. D'ailleurs, le souvenir du roman facilitant l'intelligence du libretto, elle suivait l'intrigue phrase à phrase, tandis que d'insaisissables pensées qui lui revenaient se dispersaient aussitôt sous les rafales de la musique. Elle se laissait aller au bercement des mélodies et se sentait elle-même vibrer de tout son être, comme si les archers des violons se fussent promenés sur ses nerfs. Elle n'avait pas assez d'yeux pour contempler les costumes, les décors, les personnages, les arbres peints qui tremblaient quand on marchait, et les toques de velours, les manteaux, les épées, toutes ces imaginations qui s'agitaient dans l'harmonie comme dans l'atmosphère d'un autre monde. Mais
une jeune femme s'avança en jetant une bourse à un écuyer vert. Elle resta seule, et alors on entendit une flûte qui faisait comme un murmure de fontaine, ou comme des gazouillements d'oiseaux. Lucie entama d'un air brave sa cavatine en sol majeur. Elle se plaignait d'amour, elle demandait des ailes. Emma, de même, aurait voulu, fuyant la vie, s'envoler dans une étreinte. Tout à coup, Edgar Lagardy parut. Il avait une de ces pâleurs splendides qui donnent quelque chose de la majesté des marbres aux races ardentes du Midi. Sa taille vigoureuse était prise dans un pourpoint de couleur brune. Un petit poignard ciselé lui battait sur la cuisse gauche, et il roulait des regards langoureusement en découvrant ses dents blanches. On disait qu'une princesse polonaise, l'écoutant un soir chanter sur la plage de Biarritz, où il radoubait des chaloupes, en était devenue amoureuse. Elle s'était ruinée à cause de lui. Il l'avait plantée là pour d'autres femmes, et cette célébrité sentimentale ne laissait pas que de servir à sa réputation artistique. Le cabotin diplomate avait même soin de faire toujours glisser dans les réclames une phrase poétique sur la fascination de sa personne et la sensibilité de son âme. Un bel organe, un imperturbable aplomb, plus de tempérament que d'intelligence et plus d'emphase que de lyrisme, achevait de rehausser cette admirable nature de charlatan où il y avait du coiffeur et du toréador. Dès la première scène, il enthousiasma. Il pressait Lucie dans ses bras, il la quittait, il revenait, il semblait désespéré. Il avait des éclats de colère, puis des râles élégiaques, d'une douceur infinie, et les notes s'échappaient de son cou nu pleine de sanglots et de baisers. Emma se penchait pour le voir, égratignant avec ses ongles le velours de sa loge. Elle s'emplissait le cœur de ces lamentations mélodieuses qui se traînaient à l'accompagnement des contrebasses, comme des cris de naufragés dans le tumulte d'une tempête. Elle reconnaissait tous les enivrements et les angoisses dont elle avait manqué mourir. La voix de la chanteuse ne lui semblait être que le retentissement de sa conscience, et cette illusion qui la charmait quelque chose même de sa vie. Mais personne sur la terre ne l'avait aimée d'un pareil amour. Il ne pleurait pas comme Edgar le dernier soir au clair de lune lorsqu'il se disait « À demain, à demain !» La salle craquait sous les bravos. On recommença la strette entière. Les amoureux parlaient des fleurs de leur tombe, de serments, d'exil, de fatalité, d'espérance. Et quand ils poussèrent l'adieu final, Emma jeta un cri aigu qui se confondit avec la vibration des derniers accords. « Pourquoi donc ?» demanda Bovary. « Ce seigneur est-il à la persécuter ?»« Mais non !» répondit-elle. « C'est son amant. » Pourtant, il jure de se venger sur sa famille, tandis que l'autre, celui qui est venu tout à l'heure, disait « J'aime Lucie et je m'en crois aimé. » D'ailleurs, il est parti avec son père, bras dessus, bras dessous, car c'est bien son père, n'est-ce pas, le petit lait qui porte une plume de coq à son chapeau. Malgré les explications d'Emma, dès le duo récitatif où Gilbert expose à son maître Ashton ses abominables manœuvres, Charles, en voyant le faux anneau de fiançailles qui doit abuser Lucie, crut que c'était un souvenir d'amour envoyé par Edgar. Il avouait du reste ne pas comprendre l'histoire, à cause de la musique qui nuisait beaucoup aux paroles. « Qu'importe, dit Emma, tais-toi. »« Bah, c'est que j'aime, reprit-il en se penchant sur son épaule, à me rendre compte, tu sais bien. Tais-toi, tais-toi, fit-elle impatientée. Lucie s'avançait, à demi soutenue par ses femmes, une couronne d'oranger dans les cheveux, et plus pâle que le satin blanc de sa robe. Emma rêvait au jour de son mariage, et elle se revoyait là-bas au milieu des blés sur le petit sentier quand on marchait vers l'église. Pourquoi donc n'avait-elle pas, comme celle-là, résisté, supplié? Elle était joyeuse, au contraire, sans s'apercevoir de l'abîme où elle se précipitait. Oh, si, dans la fraîcheur de sa beauté, avant les souillures du mariage et la désillusion de l'adultère, elle avait pu placer sa vie sur quelque grand cœur solide, alors la vertu, la tendresse, les voluptés et le devoir se confondant, jamais elle ne serait descendue d'une félicité si haute. Mais ce bonheur-là, sans doute, était un mensonge imaginé pour le désespoir de tout désir. Elle connaissait à présent la petitesse des passions que l'art exagérait. S'efforçant donc d'en détourner sa pensée, Emma voulait ne plus voir dans cette reproduction de ses douleurs qu'une fantaisie plastique bonne à amuser les yeux. Et même elle souriait intérieurement d'une pitié dédaigneuse, quand au fond du théâtre, sous la portière de velours, un homme apparut en manteau noir. Son grand chapeau à l'espagnol tomba dans un geste qu'il fit, et aussitôt les instruments et les chanteurs entonnèrent le sextuor. Edgar, étincelant de furie, dominait tous les autres de sa voix plus claire. Ashton lui lançait en notes graves des provocations homicides. Lucie poussait sa plainte aiguë. Arthur modulait à l'égard des sons moyens, et la basse taille du ministre ronflait comme un orgue, tandis que les voix de femmes, répétant ces paroles, reprenaient en chœur délicieusement.
Ils étaient tous sur la même ligne, à gesticuler, et la colère, la vengeance, la jalousie, la terreur, la miséricorde et la stupéfaction s'exhalaient à la fois de leur bouche entr'ouverte. L'amoureux outragé brandissait son épée nue. Sa collerette de guipure se levait par saccades, selon les mouvements de sa poitrine, et il allait de droite et de gauche, à grands pas, faisant sonner contre les planches les éperons vermeils de ses bottes molles qui s'évasaient à la cheville. Il devait avoir, pensait-elle, un intarissable amour pour en déverser sur la foule un si large effluve. Toutes ces velléités de dénigrement s'évanouissaient sous la poésie du rôle qui l'envahissait. Et, entraînée vers l'homme par l'illusion du personnage, elle tâcha de se figurer sa vie. Cette vie retentissante, extraordinaire, splendide, et qu'elle aurait pu mener cependant, si le hasard l'avait voulu. Il se serait connu, il se serait aimé. Avec lui, par tous les royaumes de l'Europe, elle aurait voyagé de capitale en capitale, partageant ses fatigues et son orgueil, ramassant les fleurs qu'on lui jetait, brodant elle-même ses costumes. Puis chaque soir, au fond d'une loge, derrière la grille à treillis d'or, elle eût recueilli, béante, les expansions de cette âme qui n'aurait chanté que pour elle seule. De la scène tout en jouant, il l'aurait regardée. Mais une folie la saisit. Il la regardait, c'était sûr. Elle eut envie de courir dans ses bras pour se réfugier en sa force, comme dans l'incarnation de l'amour même, et de lui dire, de s'écrier « Enlève-moi, emmène-moi, partons, à toi, toutes mes ardeurs et tous mes rêves. » Le rideau se baissa. L'odeur du gaz se mêlait aux haleines. Le vent des éventails rendait l'atmosphère plus étouffante. Emma voulut sortir. La foule encombrait les corridors et elle retomba dans son fauteuil avec des palpitations qui la suffoquaient. Charles, ayant peur de la voir s'évanouir, courut à la buvette lui chercher un verre d'orgeat. Il eut grand-peine à regagner sa place, car on lui heurtait les coudes à tous les pas à cause du verre qu'il tenait entre ses mains, et même il en versa les 3/4 sur les épaules d'une rouennaise en manches courtes qui, sentant le liquide froid lui couler dans les reins, jeta des cris de paon comme si on l'eût assassiné. Son mari, qui était un filateur, s'emporta contre le maladroit, et tandis qu'avec son mouchoir elle épongeait les taches sur sa belle robe de taffetas cerise, il murmurait d'un ton bourru les mots d'indemnité, de frais et de remboursement. Enfin, Charles arriva près de sa femme en lui disant tout essoufflé « Oh, j'ai cru ma foi que j'y resterais. Oh, il y a un monde. Un monde !» Il ajouta « Devine un peu qui j'ai rencontré là-haut. Monsieur Léon !»« Léon ?»« Lui-même. Il va venir te présenter ses civilités. » Et, comme il achevait ces mots, l'ancien clerc d'Yonville entra dans la loge. Il tendit sa main avec un sans-façon de gentilhomme, et Madame Bovary machinalement avança la sienne, sans doute obéissant à l'attraction d'une volonté plus forte. Elle ne l'avait pas senti depuis ce soir de printemps où il pleuvait sur les feuilles vertes, quand ils se dirent adieu, debout au bord de la fenêtre. Mais vite, se rappelant à la convenance de la situation, elle secoua dans un effort cette torpeur de ses souvenirs et se mit à balbutier des phrases rapides. « Oh, bonjour. Comment, vous voilà ?»« Silence !» cria une voix du parterre, car le 3e acte commençait. « Vous êtes donc à Rouen ?»« Oui. »« Et depuis quand ?»« À la porte ! À la porte !» On se tournait vers eux, ils se turent. Mais, à partir de ce moment, elle n'écouta plus. Et le chœur des conviés, la scène d'Ashton et de son valet, le grand duo en ré majeur, tout passa pour elle dans l'éloignement, comme si les instruments fussent devenus moins sonores et les personnages plus reculés. Elle se rappelait les parties de cartes chez le pharmacien et la promenade chez la nourrice, les lectures sous la tonnelle, les tête-à-tête au coin du feu, tout ce pauvre amour si calme et si long, si discret, si tendre qu'elle avait oublié cependant. Pourquoi donc revenait-il ? Quelle combinaison d'aventures le replaçait dans sa vie ? Il se tenait derrière elle, s'appuyant de l'épaule contre la cloison, et de temps à autre elle se sentait frissonner sous le souffle tiède de ses narines qui lui descendait dans la chevelure. « Est-ce que cela vous amuse ?» dit-il en se penchant sur elle de si près que la pointe de sa moustache lui effleura la joue. Elle répondit nonchalamment. « Oh mon Dieu, non, pas beaucoup. » Alors il fit la proposition de sortir du théâtre pour aller prendre des glaces quelque part. « Ah, pas encore, restons !» dit Bovary. « Elle a les cheveux dénoués, cela promet d'être tragique !» Mais la scène de la folie n'intéressait point Emma, et le jeu de la chanteuse lui parut exagéré. « Elle crie trop fort !» dit-elle en se tournant vers Charles qui écoutait. « Oui, peut-être un peu, » répliqua-t-il, indécis entre la franchise de son plaisir et le respect qu'il portait aux opinions de sa femme. Puis Léon dit en soupirant. « Oh, il fait une chaleur !»« Insupportable, c'est vrai. »« Es-tu gêné ?» demanda Bovary. « Oui, j'étouffe. Partons. » Monsieur Léon posa délicatement sur ses épaules son long châle de dentelle,
et ils allèrent tous les trois s'asseoir sur le port en plein air devant le vitrage d'un café. Il fut d'abord question de sa maladie, bien qu'Emma interrompit Charles de temps à autre par crainte, disait-elle, d'ennuyer Monsieur Léon. Et celui-ci leur raconta qu'il venait à Rouen passer 2 ans dans une forte étude afin de se rompre aux affaires qui étaient différentes en Normandie de celles que l'on traitait à Paris. Puis il s'informa de Berthe, de la famille Homais, de la mère Lefrançois. Et comme il n'avait, en présence du mari, rien de plus à se dire, bientôt la conversation s'arrêta. Des gens qui sortaient du spectacle passèrent sur le trottoir tout fredonnant ou braillant à plein gosier. « Oh, bel ange, ma Lucie !» Alors Léon, pour faire le dilettante, se mit à parler musique. Il avait vu Tambourini, Rubini, Persiani, Grisi, et à côté d'eux Lagardy, malgré ses grands éclats, ne valait rien. Pourtant, interrompit Charles qui mordait à plein coup son sorbet au rhum, on prétend qu'au dernier acte il est admirable tout à fait. Je regrette d'être parti avant la fin, car ça commençait à m'amuser. Au reste, reprit le clerc, il donnerait bientôt une autre représentation. Mais Charles répondit qu'il s'en allait dès le lendemain. À moins, ajouta-t-il en se tournant vers sa femme, que tu ne veuilles rester seul, mon petit chat. Et, changeant de manœuvre devant cette occasion inattendue qui s'offrait à son espoir, le jeune homme entama l'éloge de Lagardy dans le morceau final. C'était quelque chose de superbe, de sublime. Alors Charles insista. « Tu reviendrais dimanche. Voyons, décide-toi. Tu as tort si tu sens le moins du monde que cela te fait du bien. » Cependant, les tables alentours se dégarnissaient. Un garçon vint discrètement se poster près d'eux. Charles, qui comprit, tira sa bourse. Le clerc le retint par le bras et même n'oublia point de laisser en plus 2 pièces blanches qu'il fit sonner contre le marbre. « Je suis fâché, vraiment, » murmura Bovary. « De l'argent que vous... » L'autre eut un geste dédaigneux, plein de cordialité, et prenant son chapeau. « C'est convenu, n'est-ce pas? Demain à 6 heures ?» Charles se récria encore une fois qu'il ne pouvait s'absenter plus longtemps, mais rien n'empêchait Emma... « C'est que... » balbutia-t-elle avec un singulier sourire. « Je ne sais pas trop... » « Eh bien, tu réfléchiras, nous verrons, la nuit porte conseil. » Puis à Léon qui les accompagnait. « Maintenant que vous voilà dans nos contrées, vous viendrez, j'espère, de temps à autre nous demander à dîner. » Le clerc affirma qu'il n'y manquerait pas, ayant d'ailleurs besoin de se rendre à Yonville pour une affaire de son étude. Et l'on se sépara devant le passage Saint-Herblanc, au moment où 11h30 sonnait à la cathédrale. Fin du chapitre. Voilà, je veux pas dire que j'avais raison, mais j'avais raison. Et d'ailleurs... on va attaquer la 3e partie, donc on va repartir de chapitre 1 de la 3e partie pour la suite de cette vidéo. Charles me fait mal au cœur, mais quel crétin! Ça fait 2 fois qu'il jette Emma dans les bras des mecs avec qui ça peut marcher. Il avait fait pareil avec Rodolphe avec le coup du cheval, et là maintenant, mais reste là-bas, reste à Rouen, va voir avec lui le truc. Oh, c'est un aveuglément. En fait, ça pourrait passer pour de la pure gentillesse, genre en mode je m'efface totalement pour elle, et c'est en partie le cas, mais je crois sincèrement qu'il se rend pas compte. Il soupçonne pas du tout qu'elle puisse faire preuve d'adultère, quoi. Du coup, ça me fait vraiment mal au cœur pour lui, mais je suppose qu'elle va céder. Peut-être pas, mais je suppose que dans le chapitre suivant, qu'on va voir tout de suite, elle va accepter. Nous voici donc partis pour le chapitre 1 de la partie 3. Attention, il est assez long, mais rempli de dialogues. On verra bien ce que ça donne, je m'attends à peu près la même durée que le chapitre d'avant. Mystère. Monsieur Léon, tout en étudiant son droit, avait passablement fréquenté la Chaumière, où il obtint même de fort jolis succès près des grisettes, qui lui trouvaient l'air distingué. C'était le plus convenable des étudiants. Il ne portait les cheveux ni trop longs ni trop courts, ne mangeait pas le premier du mois à l'argent de son trimestre, et se maintenait en de bons termes avec ses professeurs. Quant à faire des excès, il s'en était toujours abstenu, autant par pusillanimité que par délicatesse. Souvent, lorsqu'il restait à lire dans sa chambre ou bien assis le soir sous les tilleuls du Luxembourg, il laissait tomber son code par terre et le souvenir d'Emma lui revenait. Mais peu à peu, ce sentiment s'affaiblit et d'autres convoitises s'accumulèrent par-dessus, bien qu'il persistât cependant à travers elles. Car Léon ne perdait pas toute espérance, et il y avait pour lui comme une promesse incertaine qui se balançait dans l'avenir, tel qu'un fruit d'or suspendu à quelque feuillage fantastique. Puis, en la revoyant après 3 années d'absence, sa passion se réveilla. Il fallait, pensa-t-il, se résoudre enfin à la vouloir posséder. D'ailleurs, sa timidité s'étant usée au contact des compagnies folâtres, et il revenait en province méprisant tout ce qui ne foulait pas d'un pied verni l'asphalte du boulevard. Auprès d'une Parisienne en dentelle, dans le salon de quelque docteur illustre, personnage à décoration et à voiture, le pauvre clerc sans doute eût tremblé comme un enfant. Mais ici, à Rouen, sur le port, devant la femme de ce petit médecin, il se sentait à l'aise, sûr d'avance qu'il éblouirait. L'aplomb dépend des milieux où il se pose.
On ne parle pas à l'entresol comme au 4e étage. Et la femme riche semble avoir autour d'elle, pour garder sa vertu, tous ses billets de banque comme une cuirasse dans la doublure de son corset. En quittant la veille au soir monsieur et madame Bovary, Léon de loin les avait suivis dans la rue. Puis les ayant vus s'arrêter à la Croix-Rouge, il avait tourné les talons et passé toute la nuit à méditer un plan. Le lendemain donc, vers 5 heures, il entra dans la cuisine de l'auberge, la gorge serrée, les joues pâles, et avec cette résolution des poltrons que rien n'arrête. « Monsieur n'y est point !» répondit un domestique. Cela lui parut de bon augure. Il monta. Elle ne fut pas troublée à son abord. Elle lui fit au contraire des excuses pour avoir oublié de lui dire où ils étaient descendus. « Oh, je l'ai deviné, » reprit Léon. « Comment ?» Il prétendit avoir été guidé vers elle au hasard par un instinct. Elle se mit à sourire et aussitôt, pour réparer sa sottise, Léon raconta qu'il avait passé sa matinée à la chercher successivement dans tous les hôtels de la ville. « Vous vous êtes donc décidé à rester ?» ajouta-t-il. « Oui, dit-elle, et j'ai eu tort. Il ne faut pas s'accoutumer à des plaisirs impraticables quand on a autour de soi 1000 exigences. »« Oh, je m'imagine. »« Eh non, car vous n'êtes pas une femme, vous. » Mais les hommes avaient aussi leurs chagrins, et la conversation s'engagea par quelques réflexions philosophiques. Emma s'étendit beaucoup sur la misère des affections terrestres et l'éternel isolement où le cœur reste enseveli. Pour se faire valoir, ou par une imitation naïve de cette mélancolie qui provoquait la sienne, le jeune homme déclara s'être ennuyé prodigieusement tout le temps de ses études. La procédure l'irritait, d'autres vocations l'attiraient, et sa mère ne cessait dans chaque lettre de le tourmenter, car il précisait de plus en plus les motifs de leur douleur, chacun à mesure qu'il parlait s'exaltant un peu dans cette confidence progressive. Mais il s'arrêtait quelquefois devant l'exposition complète de leur idée, et cherchait alors à imaginer une phrase qui pût la traduire cependant. Elle ne confessa point sa passion pour un autre. Il ne dit pas qu'il l'avait oubliée. Peut-être ne se rappelait-il plus ses soupers après le bal avec des débardeuses, et elle ne se souvenait pas sans doute des rendez-vous d'autrefois quand elle courait le matin dans les herbes vers le château de son amant. Les bruits de la ville arrivaient à peine jusqu'à eux, et la chambre semblait petite, tout exprès pour resserrer davantage leur solitude. Emma, vêtue d'un peignoir en basin, appuyait son chignon contre le dossier du vieux fauteuil. Le papier jaune de la muraille faisait comme un fond d'or derrière elle, et sa tête nue se répétait dans la glace avec la raie blanche au milieu et le bout de ses oreilles dépassant sous ses bandeaux. « Mais pardon, dit-elle, j'ai tort, je vous ennuie avec mes éternelles plaintes. »« Non, jamais, jamais. »« Si vous saviez, reprit-elle en levant au plafond ses beaux yeux qui roulaient une larme, tout ce que j'avais rêvé. Et moi donc, oh, j'ai bien souffert. Souvent je sortais, je m'en allais, je me traînais le long des quais, m'étourdissant du bruit de la foule sans pouvoir bannir l'obsession qui me poursuivait. Il y a sur le boulevard, chez un marchand d'estampes, une gravure italienne qui représente une muse. Elle est drapée d'une tunique et elle regarde la lune avec des myosotis sur sa chevelure dénouée. Quelque chose incessamment me poussait là. J'y suis restée des heures entières. Puis, d'une voix tremblante, « Elle vous ressemblait un peu. » Madame Bovary détourna la tête, pour qu'il ne vît pas sur ses lèvres l'irrésistible sourire qu'elle y sentait monter. « Souvent, reprit-il, je vous écrivais des lettres qu'ensuite je déchirais. » Elle ne répondait pas. Il continua. « Je m'imaginais quelquefois qu'un hasard vous amènerait. J'ai cru vous reconnaître au coin des rues, et je courais après tous les fiacres où flottait à la portière un châle, un voile pareil au vôtre. » Elle semblait déterminée à le laisser parler sans l'interrompre. Croisant les bras et baissant la figure, elle considérait la rosette de ses pantoufles et elle faisait dans leur satin de petits mouvements par intervalles avec les doigts de son pied. Cependant, elle soupira. « Ce qu'il y a de plus lamentable, n'est-ce pas, c'est de traîner comme moi une existence inutile. Si nos douleurs pouvaient servir à quelqu'un, on se consolerait dans la pensée du sacrifice. » Il se mit à vanter la vertu, le devoir et les immolations silencieuses, ayant lui-même un incroyable besoin de dévouement qu'il ne pouvait assouvir. « J'aimerais beaucoup, dit-elle, à être une religieuse d'hôpital. »« Hélas, répliqua-t-il, les hommes n'ont point de ces missions saintes, et je ne vois nulle part aucun métier, à moins peut-être que celui de médecin. » Avec un haussement léger de ses épaules, Emma l'interrompit pour se plaindre de sa maladie où elle avait manqué mourir. Quel dommage! Elle ne souffrirait plus maintenant. Léon, tout de suite, envia le calme du tombeau. Et même un soir, il avait écrit son testament en recommandant qu'on l'ensevelît dans ce beau couvre-pied à bande de velours qu'il tenait d'elle, car c'est ainsi qu'ils auraient voulu avoir été, l'un et l'autre, se faisant un idéal sur lequel ils ajustaient à présent leur vie passée. D'ailleurs, la parole est un laminoir qui allonge toujours les sentiments. Mais à cette invention du couvre-pied... « Pourquoi donc » demanda-t-elle. «
Pourquoi ? Il hésitait. Parce que je vous ai bien aimé. Et, s'applaudissant d'avoir franchi la difficulté, Léon du coin de l'œil épia sa physionomie. Ce fut comme le ciel, quand un coup de vent chasse les nuages. L'amas des pensées tristes qui les assombrissaient parut se retirer de ses yeux bleus, et tout son visage rayonna. Il attendait. Enfin, elle répondit. « Je m'en étais toujours douté. » Alors ils se racontèrent les petits événements de cette existence lointaine, dont ils venaient de résumer par un seul mot les plaisirs et les mélancolies. Ils se rappelaient le berceau de Clématite, les robes qu'elle avait portées, les meubles de sa chambre, toute sa maison. Et nos pauvres cactus, où sont-ils ? Le froid les a tués cet hiver. Ah, que j'ai pensé à eux, savez-vous. Souvent je les revoyais comme autrefois, quand par les matins d'été le soleil frappait par les jalousies, et que j'apercevais vos deux bras nus qui passaient entre les fleurs. Pauvre ami, fit-elle en lui tendant la main. Léon bien vite y colla ses lèvres. Puis quand il eut largement respiré, « Vous étiez dans ce temps-là, pour moi, je ne sais quelle force incompréhensible qui captivait ma vie. Une fois, par exemple, je suis venue chez vous. Mais vous ne vous en souvenez pas, sans doute. »« Si, dit-elle. Continuez. Vous étiez en bas, dans l'antichambre, prête à sortir, sur la dernière marche. Vous aviez même un chapeau à petites fleurs bleues. Et sans nulle invitation de votre part, malgré moi, je vous ai accompagné. À chaque minute, cependant, j'avais de plus en plus conscience de ma sottise, et je continuais à marcher près de vous, n'osant vous suivre tout à fait et ne voulant pas vous quitter. Quand vous entriez dans une boutique, je restais dans la rue. Je vous regardais par le carreau défaire vos gants et compter la monnaie sur le comptoir. Ensuite, vous avez sonné chez Madame Tuvache, on vous a ouvert et je suis resté comme un idiot, devant la grande porte lourde qui était retombée sur vous. Madame Bovary, en l'écoutant, s'étonnait d'être si vieille. Toutes ces choses qui réapparaissaient lui semblaient élargir son existence. Cela faisait comme des immensités sentimentales où elle se reportait. Et elle disait de temps à autre à voix basse et les paupières à demi fermées. « Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. » Ils entendirent 8 heures sonner aux différentes horloges du quartier Beauvoisine, qui est plein de pensionnats, d'églises et de grands hôtels abandonnés. Ils ne se parlaient plus, mais ils sentaient en se regardant un bruissement dans leur tête, comme si quelque chose de sonore se fût réciproquement échappé de leurs prunelles fixes. Ils venaient de se joindre les mains, et le passé, l'avenir, les réminiscences et les rêves, tout se trouvait confondu dans la douceur de cette extase. La nuit s'épaississait sur les murs où brillaient encore à demi perdues dans l'ombre les grosses couleurs de 4 estampes représentant 4 scènes de la tour de Nesle, avec une légende au bas en espagnol et en français. Par la fenêtre à guillotine, on voyait un coin de ciel noir entre des toits pointus. Elle se leva pour allumer 2 bougies sur la commode, puis elle vint se rasseoir. « Eh bien » fit Léon. « Eh bien » répondit-elle. Et il cherchait comment renouer le dialogue interrompu quand elle lui dit « D'où vient que personne jusqu'à présent ne m'a jamais exprimé des sentiments pareils ?» Le clerc se récria que les natures idéales étaient difficiles à comprendre. Lui, du premier coup d'œil, il l'avait aimée, et il se désespérait en pensant au bonheur qu'ils auraient eu, si, par une grâce du hasard, se rencontrant plus tôt, ils se fussent attachés l'un à l'autre d'une manière indissoluble. « J'y ai songé quelquefois, » reprit-elle. « Quel rêve !» murmura Léon. Et, maniant délicatement le liseré bleu de sa longue ceinture blanche, il ajouta « Qui nous empêche donc de recommencer ?»« Non, non, mon ami, » répondit-elle. « Je suis trop vieille, vous êtes trop jeune. Oubliez-moi. D'autres vous aimeront, vous les aimerez. »« Pas comme vous, » s'écria-t-il. « Enfant que vous êtes. Allons, soyons sages, je le veux. » Elle lui représenta les impossibilités de leur amour, et qu'ils devaient se tenir comme autrefois dans les simples termes d'une amitié fraternelle. Était-ce sérieusement qu'elle parlait ainsi ? Sans doute qu'Emma n'en savait rien elle-même, tout occupée par le charme de la séduction et la nécessité de s'en défendre, et contemplant le jeune homme d'un regard attendri, elle repoussait doucement les timides caresses que ses mains frémissantes essayaient. « Ah, pardon !» dit-il en se reculant. Et Emma fut prise d'un vague effroi devant cette timidité, plus dangereuse pour elle que la hardiesse de Rodolphe quand il s'avançait les bras ouverts. Jamais aucun homme ne lui avait paru si beau. Une exquise candeur s'échappait de son maintien. Il baissait ses longs cils fins qui se recourbaient. Sa joue à l'épiderme suave rougissait, pensait-elle, du désir de sa personne. Et Emma sentait une invincible envie d'y porter ses lèvres. Alors, se penchant vers la pendule comme pour regarder l'heure, « Qu'il est tard, mon Dieu !» dit-elle. « Que nous bavardons ?» Il comprit l'allusion et chercha son chapeau. « J'en ai même oublié le spectacle. Ce pauvre Bovary qui m'avait laissé tout exprès. Monsieur Lormeaux de la rue Grand-Pont devait m'y conduire avec sa femme, et l'occasion était perdue car elle partait dès le lendemain. »« Vrai ?» fit Léon. « Oui. »
« Il faut pourtant que je vous voie encore, reprit-il. J'avais à vous dire. Quoi? Une chose grave, sérieuse. Eh non, d'ailleurs, vous ne partirez pas, c'est impossible. Si vous saviez, écoutez-moi, vous ne m'avez donc pas compris, vous n'avez donc pas deviné. Cependant, vous parlez bien, dit Emma. Ah, des plaisanteries, assez, assez. Faites par pitié que je vous revoie, une fois, une seule. Eh bien, elle s'arrêta, puis, comme se ravisant. Oh, pas ici, où vous voudrez. Voulez-vous... Elle parut réfléchir et d'un ton bref. Demain, à 11h, dans la cathédrale. J'y serai, s'écria-t-il en saisissant ses mains qu'elle dégagea. Et comme ils se trouvaient debout tous les deux, lui placé derrière elle et Emma baissant la tête, il se pencha vers son cou et la baisa longuement à la nuque. « Mais vous êtes fou! Vous êtes fou !» disait-elle avec de petits rires sonores tandis que les baisers se multipliaient. Alors, avançant la tête par-dessus son épaule, il sembla chercher le consentement de ses yeux. Ils tombèrent sur lui pleins d'une majesté glaciale. Léon fit 3 pas en arrière pour sortir. Il resta sur le seuil, puis il chuchota d'une voix tremblante. « À demain. » Elle répondit par un signe de tête et disparut comme un oiseau dans la pièce à côté. Emma, le soir, écrivit au clerc une interminable lettre où elle se dégageait du rendez-vous. Tout maintenant était fini et ils ne devaient plus pour leur bonheur se rencontrer. Mais quand la lettre fut close, comme elle ne savait pas l'adresse de Léon, elle se trouva fort embarrassée. « Je la lui donnerai moi-même, » se dit-elle, « quand il viendra. » Léon, le lendemain, fenêtre ouverte et chantonnant sur son balcon, vernit lui-même ses escarpins et à plusieurs couches. Il passa un pantalon blanc, des chaussettes fines, un habit de verre, répandit dans son mouchoir tout ce qu'il possédait de senteur, puis s'étant fait friser, se défrisa pour donner à sa chevelure plus d'élégance naturelle. « Il est encore trop tôt, » pensa-t-il en regardant le coucou du perruquier qui manquait 9h. Il lut un vieux journal de mode, sortit, fuma un cigare, remonta 3 rues, songea qu'il était temps, et se dirigea lestement vers le parvis Notre-Dame. C'était par un beau matin d'été. Des argenteries reluisaient aux boutiques des orfèvres, et la lumière qui arrivait obliquement sur la cathédrale posait des miroitements à la cassure des pierres grises. Une compagnie d'oiseaux tourbillonnait dans le ciel bleu, autour des clochetons à trèfle. La place retentissante de cris sentait les fleurs qui bordaient son pavé, roses, jasmins, œillets, narcisses et tubéreuses, espacées inégalement par des verdures humides, de l'herbe au chat et du mouron pour les oiseaux. La fontaine, au milieu, gargouillait, et sous de larges parapluies, parmi des cantalous, s'étageant en pyramide, des marchands de nu-tête tournaient dans du papier des bouquets de violettes. Le jeune homme en prit un. C'était la première fois qu'il achetait des fleurs pour une femme, et sa poitrine, en les respirant, se gonfla d'orgueil, comme si cet hommage qu'il destinait à une autre se fût retourné vers lui. Cependant, il avait peur d'être aperçu. Il entra résolument dans l'église. Le Suisse, alors, se tenait sur le seuil, au milieu du portail à gauche, au-dessous de la Marianne d'encens, plumé en tête, rapière au mollet, canne au poing, plus majestueux qu'un cardinal et reluisant comme un Saint-Cyboire. Il s'avança vers Léon, et, avec ce sourire de bénignité pateline que prennent les ecclésiastiques lorsqu'ils interrogent les enfants, « Monsieur sans doute n'est pas d'ici. Monsieur désire voir les curiosités de l'église. »« Non, » dit l'autre. Et il fit d'abord le tour des bas-côtés, puis il vint regarder sur la place. Emma n'arrivait pas, il remonta jusqu'au chœur. La nef se mirait dans les bénitiers pleins, avec le commencement des ogives et quelques portions de vitrail. Mais le reflet des peintures, se brisant au bord du marbre, continuait plus loin, sur les dalles, comme un tapis bariolé. Le grand jour du dehors s'allongeait dans l'église en 3 rayons énormes, par les 3 portails ouverts. De temps à autre, au fond, un sacristain passait en faisant devant l'autel l'oblique génuflexion des dévots pressés. Les lustres de cristal pendaient immobiles. Dans le chœur, une lampe d'argent brûlait, et des chapelles latérales, des parties sombres de l'église, il s'échappait quelquefois comme des exhalaisons de soupirs, avec le son d'une grille qui retombait, en répercutant son écho sous les hautes voûtes. Léon, à pas sérieux, marchait auprès des murs. Jamais la vie ne lui avait paru si bonne. Elle allait venir tout à l'heure, charmante, agitée, épiant derrière elle les regards qui la suivaient. Et avec sa robe à volants, son lorgnon d'or, ses bottines minces, dans toutes sortes d'élégances dont il n'avait pas goûté, et dans l'ineffable séduction de la vertu qui succombe. L'église, comme un boudoir gigantesque, se disposait autour d'elle. Les voûtes s'inclinaient pour recueillir dans l'ombre la confession de son amour. Les vitraux resplendissaient pour illuminer son visage, et les encensoirs allaient brûler pour qu'elle apparût comme un ange dans la fumée des parfums. Cependant, elle ne venait pas. Il se plaça sur une chaise et ses yeux rencontrèrent un vitrage bleu où l'on voit des bateliers qui portent des corbeilles. Il le regarda longtemps, attentivement,
et il comptait les écailles des poissons et les boutonnières des pourpoints, tandis que sa pensée vagabondait à la recherche d'Emma. Le Suisse, à l'écart, s'indignait intérieurement contre cet individu qui se permettait d'admirer seul la cathédrale. Il lui semblait se conduire d'une façon monstrueuse, le voler en quelque sorte, et presque commettre un sacrilège. Mais un froufrou de soie sur les dalles, la bordure d'un chapeau, un camail noir, c'était elle. Léon se leva et courut à sa rencontre. Emma était pâle, elle marchait vite. « Lisez !» dit-elle en lui tendant un papier. « Oh non !» Et brusquement, elle retira sa main pour entrer dans la chapelle de la Vierge, où, s'agenouillant contre une chaise, elle se mit en prière. Le jeune homme fut irrité de cette fantaisie bigote. Puis il éprouva pourtant un certain charme à la voir au milieu du rendez-vous, ainsi perdue dans les oraisons comme une marquise andalouse. Puis il ne tarda pas à s'ennuyer, car elle n'en finissait pas. Emma priait, ou plutôt s'efforçait de prier, espérant qu'il allait lui descendre du ciel quelque résolution subite. Et, pour attirer le secours divin, elle s'emplissait les yeux des splendeurs du tabernacle, elle aspirait le parfum des juliennes blanches épanouies dans les grands vases, et prêtait l'oreille au silence de l'église qui ne faisait qu'accroître le tumulte de son cœur. Elle se relevait, et ils allaient partir quand le Suisse s'approcha vivement en disant « Madame, sans doute, n'est pas d'ici. Madame désire voir les curiosités de l'église. »« Eh non !» s'écria le clerc. « Pourquoi pas ?» reprit-elle, car elle se raccrochait de sa vertu chancelante à la Vierge, aux sculptures, aux tombeaux et à toutes les occasions. Alors, afin de procéder dans l'ordre, le Suisse les conduisit jusqu'à l'entrée, près de la place, où, leur montrant avec sa canne un grand cercle de pavés noirs, sans inscription ni ciselure, « Voilà, fit-il majestueusement, la circonférence de la belle cloche d'Amboise. Elle pesait 40 000 livres. Il n'y avait pas sa pareille dans toute l'Europe. L'ouvrier qui l'a fondue en est mort de joie. Partons, dit Léon. Le bonhomme se remit en marche, puis revenu à la chapelle de la Vierge, il étendit les bras dans un geste synthétique de démonstration. Et, plus orgueilleux qu'un propriétaire campagnard vous montrant ses espaliers, « Cette simple dalle recouvre Pierre de Brézé, seigneur de la Varenne et de Brissac, grand maréchal de Poitou et gouverneur de Normandie, mort à la bataille de Montlhéry le 16 juillet 1465. » Léon, se mordant les lèvres, trépignait. Et à droite, ce gentilhomme tout bardé de fer sur un cheval qui se cabre est son petit-fils, Louis de Brézé, seigneur de Bréval et de Montchauvet, comte de Maulevrier, baron de Mauny, chambellan du roi, le chevalier de l'ordre et pareillement gouverneur de Normandie, mort le 23 juillet 1531, un dimanche, comme l'inscription porte. Et au-dessous, cet homme prêt à descendre au tombeau vous figure exactement le même. Il n'est point possible, n'est-ce pas, de voir une plus parfaite représentation du néant. Madame Bovary prit son lorgnon. Léon, immobile, la regardait, n'essayant même plus de dire un seul mot, de faire un seul geste, tant il se sentait découragé devant ce double parti pris de bavardage et d'indifférence. L'éternel guide continuait. Près de lui, cette femme à genoux qui pleure est son épouse, Diane de Poitiers, comtesse de Brézé, duchesse de Valentinois, née en 1499, morte en 1556. Et à gauche, celle qui porte un enfant, la Sainte Vierge. Maintenant, tournez-vous de ce côté, voici les tombeaux d'Amboise. Ils ont été tous les deux cardinaux et archevêques de Rouen. Celui-là était ministre du roi Louis XIII. Il a fait beaucoup de bien à la cathédrale. On a trouvé dans son testament 30 000 écus d'or pour les pauvres. Et, sans s'arrêter, tout en parlant, il les poussa dans une chapelle encombrée par des balustrades, en dérangea quelques-unes, et découvrit une sorte de bloc qui pouvait bien avoir été une statue mal faite. Elle décorait autrefois, dit-il avec un long gémissement, la tombe de Richard, cœur de Lion, roi d'Angleterre et duc de Normandie. Ce sont les calvinistes, monsieur, qui vous l'ont réduite en cet état. Ils l'avaient par méchanceté ensevelie dans de la terre, sous le siège épiscopal de Monseigneur. Tenez, voici la porte par où il se rend à son habitation, monseigneur. Passons voir les vitraux de la gargouille. Mais Léon tira vivement une pièce blanche de sa poche et saisit Emma par le bras. Le Suisse demeura tout stupéfait, ne comprenant point cette munificence intempestive, lorsqu'il restait encore à l'étranger tant de choses à voir. Aussi, le rappelant, « Eh, monsieur, la flèche ! La flèche ! Merci !» fit Léon. Monsieur a tort, elle aura 440 pieds, 9 de moins que la grande pyramide d'Égypte. Elle est toute en fonte, elle... Léon fuyait.
car il lui semblait que son amour, qui depuis 2 heures bientôt s'était immobilisé dans l'église, comme les pierres, allait maintenant s'évaporer telle qu'une fumée par cette espèce de tuyau tronqué, de cage oblonque, de cheminée à jour, qui se hasarde si grotesquement sur la cathédrale comme la tentative extravagante de quelque chaudronnier fantaisiste. « Où allons-nous donc » disait-elle. Sans répondre, ils continuaient à marcher d'un pas rapide, et déjà Madame Bovary trempait son doigt dans l'eau bénite quand ils entendirent derrière eux un grand souffle haletant, entrecoupé régulièrement par le rebondissement d'une canne. Léon se détourna. « Monsieur ! Quoi ?» Et il reconnut le Suisse, portant sous son bras et maintenant en équilibre contre son ventre une vingtaine environ de forts volumes brochés. C'étaient les ouvrages qui traitaient de la cathédrale. « Imbécile !» grommela Léon s'élançant hors de l'église. Un gamin polissonnait sur le parvis. « Va me chercher un fiacre !» L'enfant partit comme une balle par la rue des 4 Vents. Alors ils restèrent seuls quelques minutes face à face et un peu embarrassés. « Ah, Léon, vraiment, je ne sais si je dois... » Elle minaudait, puis d'un air sérieux. « C'est très inconvenant, savez-vous ?»« En quoi ?» répliqua le clerc. « Cela se fait à Paris. » Et cette parole, comme un irrésistible argument, la détermina. Cependant, le fiacre n'arrivait pas. Léon avait peur qu'elle ne rentrât dans l'église. Enfin, le fiacre parut. « Oh, sortez du moins par le portail du Nord !» leur cria le Suisse qui était resté sur le seuil, « pour voir la résurrection, le jugement dernier, le paradis, le roi David et les réprouvés dans les flammes d'enfer. »« Où monsieur va-t-il » demanda le cocher. « Où vous voudrez » dit Léon, poussant Emma dans la voiture. Et la lourde machine se mit en route. Elle descendit la rue Grand-Pont, traversa la place des Arts, le quai Napoléon, le pont Neuf, et s'arrêta court devant la statue de Pierre Corneille. « Continuez !» fit une voix qui sortait de l'intérieur. La voiture repartit, et, se laissant dès le carrefour Lafayette emporter par la descente, elle entra au grand galop dans la gare du chemin de fer. « Non, tout droit !» cria la même voix. Le fiacre sortit des grilles et bientôt, arrivé sur le cours, trotta doucement au milieu des grands ormes. Le cocher s'essuya le front, mit son chapeau de cuir entre ses jambes et poussa la voiture en dehors des contre-allées au bord de l'eau près du gazon. Elle alla le long de la rivière, sur le chemin de halage pavé de cailloux secs, et longtemps du côté d'Oissel au-delà des îles. Mais tout à coup, elle s'élança d'un bond à travers Quatremares, Sotteville, la Grande Chaussée, la rue d'Elbeuf, et fit sa 3e halte devant le jardin des plantes. « Marchez donc !» s'écria la voix plus furieusement. Et aussitôt, reprenant sa course, elle passa par Saint-Sever, par le quai des Curandiers, par le quai aux Meules, encore une fois par le pont, par la place du Champ de Mars, et derrière les jardins de l'hôpital, où des vieillards en veste noire se promenèrent au soleil le long d'une terrasse toute verdie par des lierres. Elle remonta le boulevard Bouvreuil, parcourut le boulevard Cauchoise, puis tout le mont Riboudet jusqu'à la côte de Deville. Elle revint, et alors, sans parti pris ni direction, au hasard, elle vagabonda. On la vit à Saint-Paul, à l'Escure, au Mont-Gargan, à la Rougemare et place du Gaillard-Bois. Rue Maladrerie, rue d'Inandry, devant Saint-Romain, Saint-Vivien, Saint-Maclou, Saint-Nicaise, devant la douane, à la basse vieille toux, aux 3 pipes et au cimetière monumental. De temps à autre, le cocher sur son siège jetait au cabaret des regards désespérés. Il ne comprenait pas quelle fureur de la locomotion poussait ces individus à ne vouloir point s'arrêter. Il essayait quelquefois, et aussitôt il entendait derrière lui partir des exclamations de colère. Alors il cinglait de plus belle ses 2 rosses tout en sueur, mais sans prendre de garde au chaos, accrochant par-ci par-là, ne s'en souciant, démoralisé, et presque pleurant de soif, de fatigue et de tristesse. Et sur le port, au milieu des camions et des barriques, et dans les rues, au coin des bornes, les bourgeois ouvraient de grands yeux ébahis devant cette chose si extraordinaire aux provinces. Une voiture à stores tendus, et qui apparaissait ainsi continuellement plus close qu'un tombeau et ballottée comme un navire. Une fois, au milieu du jour, en pleine campagne, au moment où le soleil dardait le plus fort contre les vieilles lanternes argentées, une main nue passa sous les petits rideaux de toile jaune et jeta des déchirures de papier qui se dispersèrent au vent et s'abattirent plus loin comme des papillons blancs sur un champ de trèfle rouge, tout en fleurs. Puis, vers 6 heures, la voiture s'arrêta dans une ruelle du quartier Beauvoisine et une femme en descendit, qui marchait le voile baissé, sans détourner la tête. Alors j'avoue que je pensais que ce chapitre avec beaucoup de dialogue, au final, je n'avais pas supposé que on allait croiser un prêtre qui nous décrivait l'église. J'avoue que Flaubert m'a bien eu sur ce coup-là. Qu'est-ce que j'en pense ? Eh ben j'en pense que j'avais doublement raison. Léon est de retour. Le manège avec la chariote là est très maligne parce que du coup c'est supposé, mais on le sait qu'ils ont forcément fait des cochonneries à l'intérieur. Et Emma a donc à nouveau un amant. Alors,
Je pense qu'elle y gagne quand même, puisqu'entre Rodolphe et Léon, Léon a l'air d'être beaucoup plus doux, beaucoup plus tendre et beaucoup plus sincère, vu qu'il a vraiment idolâtré cette femme pendant très longtemps et il l'a aimée de loin. Maintenant, le problème, c'est que je pense que la réalité rejoint rarement le fantasme, et c'est possible qu'il déchante aussi. Maintenant, il y a eu quelques petites illustrations. Voici la première, donc avec Léon qui touche le visage d'Emma, et la seconde avec Léon qui fait un bisou à Emma sur le front. D'ailleurs, cette scène, on ne l'a pas vue dans ce chapitre, peut-être dans le prochain. Alors là, on est à la page 290, ce qui nous fait une sacrée belle avancée, mine de rien. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ah bah là, on a fait aujourd'hui, on a fait une avancée dithyrambique. Je dois dire que de mon côté, la lecture est toujours aussi plaisante. Flaubert m'attrape à chaque fois, hein, parce que des fois je me dis, ok, là c'est intense, là il va se passer des trucs, et bim, il fout des détails dont on n'a rien à faire au milieu. C'est la force du réalisme, on va dire ça comme ça. Comme d'habitude, j'ai hâte de savoir en commentaire ce que vous avez pensé de tout ce qui s'est passé aujourd'hui, quelles sont vos analyses, vos espoirs pour la semaine prochaine, et merci encore une fois de suivre les aventures d'Emma en ma compagnie. J'adore ces moments avec vous, et je suis vraiment très heureuse de redécouvrir cette œuvre avec vous. Je vous fais 1000 bisous. Prenez bien soin de vous et on verra la suite la semaine prochaine. Bisous tout plein!